Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter le boîtier Fujifilm APS-C le plus performant de la gamme, le X-H2S. On espère qu'au niveau du son la qualité sera correcte, on vient tout juste de changer de configuration donc il y a des risques qu'il y ait un peu de réverbération, ça devrait se corriger dans les semaines qui viennent si jamais il y en a. Le X-H2S c'est le boîtier le plus haut de gamme de chez Fujifilm actuellement, sauf si on prend en compte les GFX, donc qui sont leurs boîtiers moyen format. Et quand on le prend en main, on s'en rend tout de suite compte parce que contrairement aux autres boîtiers Fujifilm, il paraît tout de suite très gros, très imposant. Déjà, un point positif par rapport à la prise en main, c'est qu'on a un bon grip maintenant, on le tient bien dans la main ce boîtier, encore mieux même que sur des boîtiers comme le X-T4 par exemple. Par contre, on a une ergonomie qui ressemble moins à Fujifilm, on est beaucoup plus proche d'une ergonomie standard, on a toujours pas mal de boutons pour faire nos réglages, mais on n'a plus toutes les molettes pour pouvoir régler la vitesse, les ISO, etc. Ça reste par contre un boîtier avec une prise en main professionnelle, on retrouve le bouton iPhone, le joystick, on a tout qui tombe très bien dans la main. On retrouve également au niveau de la prise en main un écran réversible qui est très agréable si vous voulez filmer par exemple, vous pourrez le faire dans toutes les situations, ça c'est assez important. Et si vous êtes habitué à des boîtiers professionnels d'autres marques, vous ne devriez pas être trop perdu quand vous prendrez en main ce boîtier. D'ailleurs, au niveau du poids aussi, il rejoint les autres boîtiers professionnels puisqu'il fait 660 grammes. C'est un poids qu'on retrouve plutôt sur des boîtiers plein format habituellement, moins sur des boîtiers APS-C. Donc c'est quand même un boîtier qui en plus d'être encombrant est assez lourd, même si on est loin d'un boîtier réflexe haut de gamme évidemment. Et ça se comprend surtout par rapport aux performances que le boîtier embarque à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un capteur de 26 mégapixels, donc c'est pas un capteur considéré comme haute résolution, on n'a pas plus de pixels que d'habitude, mais en même temps, si vous ne faites pas des très grands tirages, plus que du 60-90 ou autre, et que vous ne recadrez pas énormément dans vos photos, vous n'avez pas du tout besoin de plus que 26 mégapixels. Ça va à la fois permettre à ce boîtier d'avoir une meilleure montée en ISO, dont on va vous partager les résultats de nos tests juste après, et en même temps, ça lui permet d'avoir une bien meilleure rafale puisqu'on monte jusqu'à 40 images par seconde en rafale avec l'obturateur électronique. Si vous voulez l'obturateur mécanique, vous êtes limité à 12 images par seconde, mais dans la plupart des situations, vous n'aurez pas besoin de l'obturateur mécanique. C'est uniquement s'il y a des risques de scintillement par rapport à certains éclairages, notamment en concert quand il y a des mauvais éclairages, puisque souvent dans ce type de situation, il y a des éclairages qui sont sur différentes fréquences et on est donc obligé de passer en obturateur mécanique, ce qui ne sera pas le cas dans la majorité des situations et ça va vous permettre du coup de faire des photos de sport ou encore des photos animalières où vous pouvez figer exactement le mouvement que vous voulez. Vous allez pouvoir capter jusqu'au clignement des yeux, des humains ou des animaux et ça c'est quand même quelque chose d'assez époustouflant actuellement. Par contre, forcément, qui dit grande rafale dit aussi besoin de beaucoup de stockage. Pour pouvoir gérer les 40 images par seconde, le boîtier a un double port. Le port numéro 1 est sur de la CF Express Type B, ce qui va vous permettre d'avoir un taux d'écriture très élevé et comme ça de pouvoir très rapidement décharger les photos qui sont prises en rafale sur la carte. Le port numéro 2, lui, reste en SD standard. L'avantage, c'est que s'il vous manque une carte à un moment sur un shooting ou quoi que ce soit, vous ne serez pas bloqué puisque avec de la SD, on en trouve à peu près partout. De la CF Express Type B, c'est un peu plus difficile et parfois les autres photographes ne pourront pas vous dépanner s'ils sont là. Par contre, quand vous avez besoin d'écriture rapide, vous avez toujours le port numéro 1 qui est là. Maintenant, attention, quand vous écrivez en double vos photos sur les deux cartes, eh bien la vitesse est forcément limitée par la carte SD. En ce qui concerne la montée en ISO du boîtier, lorsque vous allez jusqu'à 3200 ISO, vous avez de très bons résultats. Vous pouvez complètement exploiter les photos sans aucun souci dans la plupart des situations. Maintenant, quand vous montez à 6400 ISO, il va falloir commencer à faire attention parce que si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez le faire, vous pouvez exploiter les photos, mais vous aurez quand même du bruit qui apparaît, ça sera moins joli. Et à 12800 ISO ou au-delà, il faut complètement oublier, vous allez vraiment avoir des résultats très dégradés. Et nous, on ne vous conseille pas de prendre des photos à ces sensibilités-là. Vous pouvez évidemment le faire, mais les résultats ne seront vraiment pas qualitatifs. En ce qui concerne la mise au point automatique de ce boîtier, elle est assez bluffante. En mise au point continue, vous avez la détection automatique des yeux des humains. Vous avez la détection de trains, d'avions, de différents moyens de transport, y compris des motos. C'est vraiment bluffant. Vous pouvez choisir selon différents animaux, notamment si vous voulez plus des chats ou des félins, ou alors si vous préférez faire la mise au point sur des oiseaux. La seule limite, c'est qu'en rafale à 40 images par seconde, ça va être un poil trop lent pour avoir toutes les photos qui sont toujours nettes. Vous aurez quelques photos qui seront floues dans la rafale de 40 images par seconde si vous êtes en mise au point automatique continue. Et en vidéo, les résultats sont vraiment très bons. On a tendance à trouver par rapport à Sony et Canon, on a un résultat un peu moins bon.
Si vous êtes intéressé par le X-H2S ou par n'importe quel autre matériel photo-vidéo, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Parce que en plus d'être très bon en photo, ce boîtier est également très bon en vidéo. On a notamment de la 6,2K en open gate, comme ils le disent en anglais, c'est-à-dire portes ouvertes si on traduisait littéralement. C'est-à-dire qu'on peut filmer avec l'entièreté du capteur, il n'y a aucun recadrage qui est fait, donc comme c'est un capteur 3,5 puisque c'est pensé pour la photo, on va filmer en 6,2K en ratio 3:2. Mais vous pouvez le recadrer autant que nécessaire en post-production, ça vous permet comme ça de pouvoir largement recadrer dans des vidéos pour diffuser en 4K sans perte de qualité. Par contre, attention, les fichiers deviennent tout de suite très lourds. C'est également le cas quand vous filmez en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Vous avez des fichiers qui peuvent devenir massifs, surtout que l'appareil peut monter jusqu'à un débit de 2000 mégabits par seconde, ce qui est colossal honnêtement. Vous aurez vraiment très peu de perte de qualité avec un tel débit, par contre forcément les fichiers deviennent monstrueux à traiter et il faut une énorme machine derrière pour gérer le montage. Quand vous filmez en ultra ralenti, c'est-à-dire en 4K 120 images par seconde ou en Full HD jusqu'à 240 images par seconde, à ce moment-là, vous perdez l'enregistrement du son en interne, vous allez être obligé d'enregistrer le son en externe si vous en avez besoin. Évidemment, comme pour tous les autres boîtiers à ce niveau de gamme-là, vous avez la possibilité de filmer en log, vous avez deux logs différents, le F-Log1 et le F-Log2, et vous avez également la possibilité de filmer en 4:2 10 bits en interne pour pouvoir plus facilement étalonner vos plans et avoir moins de limites sur la retouche colorimétrique. Et si vous souhaitez enregistrer en externe, vous avez du RAW qui est disponible, donc vous pouvez avec un enregistreur externe enregistrer en RAW grâce au Fujifilm X-H2S. Pour finir, le boîtier n'a pas de limite de temps d'enregistrement, vous pouvez filmer autant que vous voulez. Par contre attention, si vous allez sur des modes assez demandants en ressources et qu'en plus vous filmez en été par exemple avec des fortes chaleurs, vous risquez d'avoir de la surchauffe au niveau du boîtier. C'est pour ça que Fujifilm propose un ventilateur externe en option. Si vous savez que vous filmez beaucoup et notamment avec des conditions climatiques un peu compliquées, on vous invite vraiment à utiliser ce ventilateur-là. Sinon, l'avantage de ne pas l'avoir imposé, c'est que ça permet à des personnes qui ne s'en serviraient qu'en photo par exemple, ou en photo avec un peu de vidéo, de pouvoir utiliser le boîtier sans qu'il soit tout de suite énorme. C'est par exemple le cas du R5C qui est beaucoup plus gros que le R5, et quand on fait un mix photo-vidéo, on a plus tendance à prendre le R5 que le R5C. Donc on est très content que Fuji ait fait ce choix pour le ventilateur, même si forcément ça augmente un peu le budget. Et justement, au moment où on tourne, le boîtier est à 2 749 € en boîtier nu. Mais pour la sortie de cette vidéo, on fait une offre exceptionnelle sur le boîtier. Allez tout de suite voir en description si elle est encore disponible pour en bénéficier. C'est donc un boîtier que l'on recommande aux personnes qui font de la photo sportive ou animalière, qui sont déjà chez Fujifilm, ou alors qui veulent un boîtier APS-C très performant pour ce type de situation. On le recommande également aux personnes qui filment beaucoup. À côté, il va y avoir la FX30. Donc si vous avez besoin de la vidéo haute résolution avec la 6,2K que propose le boîtier, le X-H2S sera une meilleure solution. Par contre, si vous n'en avez pas besoin et que le recadrage de 1,5 fois en 4K 120 ne vous dérange pas sur la FX30 sera une meilleure solution pour la vidéo. Et si vous faites de la photo et de la vidéo, que vous voulez rester sur un boîtier APS-C, c'est vraiment une très bonne option que l'on vous recommande. Par contre, si vous préférez avoir plus de luminosité, il y aura l'EOS R6 chez Canon et l'Alpha 7 IV chez Sony qui permettront d'avoir un capteur plein format, donc de bien meilleurs résultats en basse lumière. Par contre, vous perdez la rafale à 40 images par seconde, vous êtes au mieux à 20 images par seconde sur l'EOS R6. Et vous perdez également la vidéo en 6,2K et la vidéo en 4K 120 images par seconde. Donc là, ça va dépendre de votre manière de faire des prises de vue. Bonne journée à toutes et à tous!